Et là, justement, tu sais, c'est une des raisons pourquoi je t'ai interpellée. Sur TikTok, j'ai beaucoup de petites capsules, puis j'ai vu vos publicités passer sur la crypto-monnaie auprès des jeunes. On sait que la plateforme TikTok, c'est une plateforme qui intéresse beaucoup les jeunes par la rapidité d'information, mais malheureusement, parfois, on dirait que ça crée la pensée magique. Et quand je voyais ça, je me dis, mon Dieu, puis même mes enfants, des fois, oh maman, puis je suis comme, non, faites attention à tout ça. Fait que je cherchais une façon de donner de l'information plus que crédible. Et c'est la raison principale pourquoi je t'ai contacté justement pour qu'on aborde ce sujet épineux de crypto-monnaie, ce que j'ai appris aussi qui s'appelle crypto-actif. Alors, qui, comme membre de ton équipe, t'a invité pour venir En nous fait, expliquer tout ça? C'est Marie-Lise Caron, qui est avocate dans mon équipe, qui va venir discuter de crypto-actifs. Marie-Lise a à son actif, justement, plusieurs conférences auxquelles elle a cité tout ça. Puis c'est vraiment une référence au niveau de la crypto-monnaie et de ces éléments-là, donc ma crypto-monnaie, crypto-actif. Donc, Marie-Lise est en train de se joindre. Et Marie-Lise est une source intarissable d'informations. Donc, je pense qu'on n'aura même pas besoin de poser une question. Non, ben c'est ça. C'est clair, on va poser la question, puis après ça, ça va être parti. Bonsoir, Maître Caron, vous allez bien? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais bien, puis Oui. j'espère que c'est la même chose pour vous aussi. Oui, ça se passe très, très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu tantôt, il y a eu comme le feu dans ma rue. Vous n'avez pas entendu les Ah, non. ambulances, rien? Ah bon, ben tant mieux. Fait que oui, ça va très, très bien. Tout est une belle soirée, j'en apprends beaucoup. Et j'étais très impatiente d'arriver à cette section ici pour comprendre qu'est-ce qui se passe parce que la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est et comment vous pouvez nous aider à comprendre tout ça? Bien, c'est vrai que la crypto-monnaie devient de plus en plus un sujet d'actualité. Autrefois, on semblait laisser la crypto-monnaie aux environnements un petit peu plus marginaux, mais maintenant que les médias de masse en parlent plus couramment, on dirait que la crypto-monnaie fait du chemin dans nos discours, dans nos discussions, puis que du même coup, ça suscite un intérêt et une curiosité. Donc, ce soir, c'est le sujet dont je vais vous entretenir. Puis, je tiens quand même à mentionner que malgré tout l'enthousiasme, je peux démontrer durant l'allocution ou les échanges qu'on va avoir, bien, je mets en garde tout le monde. Ce n'est pas des conseils d'investissement que je m'apprête à vous donner. Et je réitère que c'est quand même une activité qui est risquée. C'est mener des transactions en crypto-monnaie. Donc, il vaut toujours mieux s'assurer que c'est pour nous. Mais maintenant que la parenthèse est faite, je vais répondre à la question de départ qui est qu'est-ce que la crypto-monnaie? Donc, la crypto-monnaie, c'est un peu la jonction de deux mots. Crypto, qui fait référence à la technologie, la cryptographie qui nous permet de sécuriser le tout, et monnaie. Par contre, c'est un peu trompeur parce que la crypto-monnaie n'a pas cours légal. C'est pour ça que souvent, on y préfère un terme un peu plus générique comme le mot crypto-actif. Pris globalement, on pourrait dire qu'un crypto-actif, c'est quelque chose qui a une valeur économique. Une valeur économique, on va voir, qui peut fluctuer grandement. C'est très volatile. Il y a quelques tentatives, bien sûr, d'avoir ce qu'on appelle les crypto-monnaies stables, donc des crypto-monnaies qui sont appelées à moins varier puisqu'adossées à une devise ou à de l'or ou à une marchandise. Mais généralement, quand on parle de crypto-monnaie, surtout à des non-initiés, on entend surtout le Bitcoin, qui est probablement la crypto-monnaie la plus populaire, là, celle qui a le mieux pénétré nos esprits, ou l'Ether. Mais il y en a d'autres aussi. Il faut savoir qu'il y en a un grand, grand nombre. Et plus le temps passe, plus la quantité de jetons répondant à la description de crypto-actifs est appelée à grandir. Donc, ce serait impossible de toutes les nommer. On peut simplement peut-être faire référence aux principales. Il faut aussi savoir que ce grand nombre-là vient du fait que désormais, c'est plutôt facile avec les ressources qu'on retrouve en ligne ou dans des communautés également en ligne de créer son propre jeton. Et donc, de créer un jeton qui pourra servir à un écosystème. Par contre, ça vient avec certaines responsabilités, notamment lorsque l'écosystème est destiné à créer du financement
ou à devenir une forme d'investissement, puis où on fait des représentations sur la possibilité de faire des profits. Mais Par là-dessus, exemple, oui, la question était donc, par exemple, Marie-Lise, toi, tu pourrais te partir une crypto-monnaie qui s'appellerait le Caron, par exemple. Tout à fait. Et c'est impressionnant de voir la rapidité avec laquelle je pourrais y parvenir. On retrouve en ligne plusieurs ressources. Donc, qui dit et le Caron ne serait pas une crypto-monnaie dans laquelle je vous inviterais à avoir foi. Alors, mais c'est parce que je suis honnête. Donc, je vous invite grandement à faire 1 + 1 = 2. Si c'est aussi facile de créer des crypto-actifs, il faut toujours vérifier le projet qui est derrière le crypto-actif auquel on s'intéresse. Le crypto-actif qu'on se propose d'acheter ou même de transiger vers autrui. Puis toujours gardant. Moi, je comprends, je suis bien honnête, là, je connais vraiment rien en ce qui concerne ça. Donc, en principe, si vous voulez vous partir une crypto-monnaie Caron, il faut qu'il y ait un objectif en arrière, une espèce. Donc, si vous voulez le vendre, dites-moi, je vends mon Bitcoin, pas mon Bitcoin, ma crypto-monnaie Caron parce que je veux faire un objectif, c'est ça? Bien, généralement, c'est que je vais l'associer à un projet, je vais l'associer à une forme d'écosystème ou un idéal ou un objectif commun. Par exemple, c'est une crypto-monnaie qu'on pourrait se transiger pour telle fin. Et généralement, je vais créer comme une forme désolé de l'anglicisme, mais de hype autour de ce crypto-actif-là pour généralement lui associer la plus grande valeur. Donc là, ça devient. Sur les réseaux sociaux, là, donc, dans le fond, la crypto-monnaie Caron, elle a des bonnes retombées économiques, etc. Donc, elle crée un engouement. Je fais affaire avec des influenceurs, je fais beaucoup de publicité. Puis finalement, ma crypto-monnaie Caron, bien que Marie-Lise soit extraordinaire, son jeton qu'elle a créé ne vaut absolument rien. Et les gens investissent parce qu'ils en entendent parler, puis à un moment donné, ça peut tout s'écrouler. C'est un engouement, là, dans le fond. C'est basé sur... Ça pourrait être basé sur aucune valeur intrinsèque. C'est ça qu'on appelle le mining, là, de créer une... Là, on est ailleurs. Ah, OK, bon, on va y revenir, j'imagine. On continue. Donc, la crypto-monnaie, maintenant, en utilisant des exemples comme ça, j'ai l'impression que je comprends le départ du principe. Donc, je vous laisse aller, là. Peut-être juste pour poursuivre d'un point de vue technique puis clore le sujet, bon, on a mentionné d'emblée que ça n'avait pas cours légal. Donc, ce n'est pas en arrière de ça, il n'y a pas d'institution financière. Le crypto-actif va pouvoir être transigé d'une personne à une autre grâce à la blockchain. C'est un thème très à la mode dont on parle, la chaîne de blocs en français, qui est une forme de base de données sécurisée, une base de données centrale qui permet d'orchestrer de façon chronologique les transactions, les lier entre elles, puis permettre de suivre la détention d'un jeton d'un portefeuille vers une autre. Donc, la chaîne de blocs, c'est la technologie qui est en arrière des transactions de cryptoactifs. Donc, voilà peut-être un peu pour le tour d'horizon technique. Si, là, aujourd'hui, moi, je veux acheter une crypto-monnaie, là, comment ça fonctionne? Là, je sais qu'il y a des risques, puis là, je veux quand même essayer ça. Comment ça fonctionne pour l'achat, par exemple, les transactions et tout ça? Bien, l'émission, la gestion des cryptoactifs se fait selon des règles prédéfinies, des algorithmes également liés à un écosystème. Mais on pense souvent aux mineurs là, qui a comme un peu frappé l'imaginaire de plusieurs lorsqu'il est question de cryptoactifs. Bien, les mineurs sont ceux généralement qui vont permettre de générer ou de faire arriver dans l'écosystème le cryptoactif. Les mineurs servent aussi à valider les transactions. Donc, pour qu'une transaction soit exécutée, elle doit être validée. Donc, quelqu'un doit s'en assurer de résoudre un algorithme très complexe par le biais d'ordinateur, évidemment. Puis, pour le récompenser de cette prestation de service, généralement, on lui verse une forme de redevance. On va lui verser une rémunération, si je peux me permettre. Donc, c'est une façon pour les mineurs d'acquérir de la crypto-monnaie. Évidemment,
un mineur, là, c'est un individu qui décide de faire cette activité-là. Lui, il est obligé, il travaille pour l'organisme qui crée la crypto-monnaie. Comment tu deviens mineur? Il est où cette personne-là? Bien, premièrement, la crypto-monnaie en général, l'idée derrière tout ça, c'est que c'est décentralisé, que c'est un réseau où on peut faire du pair à pair. Donc, il n'y a pas un donneur d'ouvrage. Les mineurs forment une communauté, puis ensemble, ils mettent leur équipement, ils mettent leur machine au service de la chaîne de blocs pour valider les transactions. Et en échange, bien évidemment, on leur remet une rémunération. Quand on parle de valider la transaction, Marie-Lise, je vais prendre un exemple, tu me diras si c'est juste, mais moi, disons que j'ai un Bitcoin. On va prendre l'exemple du Bitcoin et je désire le transiger ou le vendre. C'est dans la chaîne de blocs qu'il va y avoir donc ces algorithmes qui vont confirmer que je suis vraiment détenteur d'un Bitcoin, puis qui vont confirmer aussi la transaction d'achat et de vente. C'est ce qu'ils viennent faire, les mineurs? Oui, c'est ça, c'est pour pouvoir l'inscrire sur la chaîne de blocs. Donc, pour que ça devienne officiel, il doit résoudre une équation mathématique. C'est le rôle qu'il joue. Évidemment, il y a plusieurs personnes qui peuvent s'aventurer ou être exposées aux cryptoactifs sans jamais comprendre cette mécanique-là de mining et tout. Il y a d'autres façons d'acquérir les cryptoactifs. Ce n'est qu'une seule façon et c'est réservé en général aux gens qui s'y connaissent davantage. Monsieur, madame, tout le monde, en fait, aujourd'hui, acquiert généralement des cryptoactifs de façon un peu plus simple, disons. Je peux peut-être vous en parler. Sur les plateformes ou... oui, tu peux peut-être... Donc, si on poursuit, bon, il y a, à part le mining, il y a la possibilité, dans l'idéal de la cryptoactif, c'était de procéder à des transactions sans intermédiaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est décentralisé. Donc, d'une personne à une autre, par exemple, Marie-Lise vers Luc, on pourrait s'échanger ou se faire des transactions de cryptoactifs. Pour ça, évidemment, il faudrait avoir chacun de notre côté un portefeuille pour recevoir la cryptoactif parce que c'est une ligne de code. Donc, chacun, on devrait être muni de notre portefeuille, mais on pourrait se faire les transactions de gré à gré. Je pourrais aussi décider de t'acheter de la cryptoactif parce que tu as un bassin de cryptoactifs, puis décider de te payer en dollars canadiens. À ce moment-là, c'est à nous de déterminer comment on se fait l'échange. Soit je te fais un virement Interac ou je te donne un montant X en échange de la crypto-monnaie que tu t'engages à me retourner via la blockchain. Évidemment, bien là, il faut s'assurer que les parties sont bien payées, que les prestations sont bien échangées. Ça, il faut quand même avoir confiance en notre interlocuteur. Mais si on fait du gré à gré, justement, dans cet exemple-là, il faut quand même un niveau de connaissance, je dirais, minimal, parce qu'il va falloir qu'on soit responsable chacun de notre côté, de notre portefeuille, puis de détenir les clés, notre clé privée et notre clé publique, pour pouvoir faire la transaction qu'on souhaite. Donc, si les clés. C'est ça. Oui, moi, j'ai entendu. Comment on peut simplifier ça, Marie-Lise? Une clé. Écoute, là, je détiens ou j'ai rien, là. Je suis intéressé de faire l'acquisition d'une crypto-monnaie. Je fais quoi? On a toujours notre trousseau de clés est toujours composé de 2 clés. Il est composé d'une clé privée et d'une clé publique. Donc, les 2 clés vont servir soit à recevoir ou à dépenser. Si je veux envoyer de la crypto à quelqu'un, je vais partir de mon portefeuille et je vais rentrer la clé publique, par exemple, de Luc, qui recevra la crypto. Si je veux la dépenser, là, à ce moment-là, j'ai besoin de ma clé privée pour pouvoir dépenser ma crypto. Puis, évidemment, la clé privée est d'une confidentialité extrême, là, puisque si elle est connue, elle permet de vider complètement là, mes actifs. Qui me donne une clé? Bon, ça vient avec le set de départ, désolé de l'anglicisme, le set de départ qu'il nous faut pour pouvoir être autonome dans cet univers-là. Ça vient avec le portefeuille
électronique là, dont j'ai besoin pour pouvoir être actif dans. Donc, ce n'est pas un émetteur, juste pour répondre à la question, parce que là, on laisse sous-entendre qu'il y a une autorité émettrice de clés. Ce n'est pas le cas, là. C'est vraiment lorsque je me constitue mon portefeuille. Donc là, on parle vraiment du marché de gré à gré, puis on demande une certaine autonomie au niveau de la gestion de nos actifs. Il y a quand même d'autres façons d'acquérir de la crypto-monnaie, dont l'acquisition via des plateformes. Donc, je pense que je pense que là, avant, c'est pour les gens qui sont extrêmement compétents, là, qui ont vraiment des notions approfondies, là, qui peuvent s'aventurer là-dedans. Mais tu sais, là, ce qui est le plus alléchant là, actuellement chez les jeunes, c'est je pense que les plateformes, il y en a qui sont assez accessibles facilement, c'est ça? Exactement. Puis, c'est devenu un moyen assez accessible pour les gens de se procurer, là, donc de se garnir, de se constituer un certain patrimoine de cryptoactifs. Donc, les plateformes, c'est une forme d'intermédiaire. Cette fois-ci, on est moins dans du peer-to-peer ou du pair à pair en bon français. Avec la plateforme, j'ai une personne qui va généralement me demander de m'identifier. On voit de plus en plus ce qu'on appelle un KYC, une connaissance, des activités de connaissance du client qui est faite. Donc, on va me demander de m'identifier, de fournir certaines pièces d'identité sur ces plateformes-là. Puis, une fois que je me suis identifiée, alors je vais pouvoir y lier mon compte bancaire ou parfois une carte de crédit pour pouvoir me procurer des cryptoactifs. Si je peux me permettre, Marie-Lise, ici, vous comprenez le danger de la chose. Là. Si je vais auprès d'une plateforme et que je dois m'identifier, je vais avoir beaucoup d'informations à donner pour valider cette identité-là. Ça veut dire que je ne dois pas faire affaire avec n'importe qui, n'importe quand. Et je vous réfère encore une fois, pour ceux qui viennent de joindre à nous, on l'a mentionné tout à l'heure pour d'autres éléments, mais vérifiez auprès de l'autorité qui est inscrit, parce qu'il y a des plateformes qui sont inscrites auprès de l'autorité, puis on a même une liste noire des plateformes avec qui ne pas faire affaire, parce qu'elles ont, soit dans nos enquêtes, on a réussi à déceler des choses, ou même il y a des gens du public qui nous ont dénoncé certaines plateformes parce qu'elles se sont fait avoir par ces plateformes-là. Donc, vraiment, allez voir. Si ça vous intéresse de mettre des sous dans les crypto-monnaies par l'intermédiaire d'une plateforme, allez voir sur le site web de l'autorité pour voir est-ce que cette entité-là, cette plateforme-là est légitime. Si oui, là, vous pouvez aller donner vos documents d'identification. Mais on a déjà vu des situations où ce sont des plateformes malhonnêtes qui recueillent votre identité, puis recueillent par la suite vos crypto-actifs. Est-ce que, justement, une plateforme, c'est-tu considéré comme légal ou c'est un peu comme les sites de gambling, là, des fois, là, qu'il va y avoir à travers le monde versus celle que l'Auto-Québec va proposer ou quoi que ce soit? Est-ce que les plateformes comme telles, c'est légal d'en avoir ou c'est automatiquement illégal? Là? Bien, des plateformes, il y en a beaucoup. Puis, c'est pas avec Internet, c'est le danger. Finalement, on peut être au Québec, mais faire affaire avec des plateformes qui sont établies à l'étranger et qui opèrent selon des règles qui ne sont pas les nôtres. Mais pour revenir à la question des plateformes et répondre vraiment à l'interrogation, est-ce que c'est légal? Bien, on a vu ces dernières années se développer des règles pour des plateformes, puis il y a désormais des attentes pour certaines plateformes. J'explique notamment dans quelles circonstances une plateforme, plus précisément, va devoir venir rechercher certaines autorisations auprès d'un régulateur en valeurs mobilières, notamment les plateformes qui ne font pas la livraison automatique du cryptoactif. Autrement dit, je suis sur la plateforme, j'échange du dollar canadien. Donc, j'achète, par exemple, pour 100 $ de cryptoactifs et la plateforme va inscrire dans ses comptes. Puis là, je vais pouvoir voir sur mon compte auprès de cette plateforme-là que je suis maintenant détentrice de l'équivalent en Bitcoin, par exemple. Mais elle ne m'a pas livré mon cryptoactif. Donc, elle ne me l'a pas retourné dans mon portefeuille privé, celui dont on parlait là, lorsqu'on parlait des situations pour les plus initiés. Elle le conserve sur la plateforme et qui dit conserver sur la plateforme dit
que j'ai une forme de dépendance par rapport à cette plateforme. Parce que si la plateforme fait faillite, si elle cesse ses activités, si elle fait l'objet d'une attaque de cybersécurité ou d'un vol de crypto, ça se pourrait que je sois privée. Ouais, de mes, mais donc, ces plateformes-là, désormais, elles ont quand même, du point de vue du régulateur, certaines obligations, et dont notamment le fait de rechercher une inscription ou un prospectus ou d'en être dispensé là, à certaines conditions. On ne rentrera pas peut-être dans ces technicalités-là qui s'adresseraient vraiment plus à ceux qui veulent mettre de l'avant des activités de plateforme. Mais pour le consommateur, ce qui est important de savoir, c'est de toujours rechercher le niveau de conformité que les plateformes ont aux yeux du régulateur. Puis j'ajouterais aussi, puisque la confiance semble si importante quand on veut transiger, pour le consommateur, ça demande d'aller au-delà du simple nom ou des simples représentations qu'on peut lui faire. Parce que des permis ou des attestations, il peut y en avoir en quantité assez impressionnante à travers la planète. Il faut toujours regarder si, lorsqu'on se base sur une représentation de la plateforme qui nous dit être détentrice d'un permis X, si ce permis qu'est-ce qu'il couvre comme risque, ce permis-là, ou qu'est-ce qu'il me donne comme garantie? Ce n'est pas parce que c'est un permis dans l'univers des services financiers que c'est nécessairement utile pour cette plateforme. Ça veut dire que je suis membre d'un barreau, ça ne veut pas dire où, comment, pourquoi. Là. Exactement. Mais si on veut limiter le risque, là, c'est vraiment, puis je reviens encore à ça, c'est aller voir sur notre site web. Les plateformes qui sont inscrites sont là. Il y a un registre vraiment, dans le fond, on peut pitonner, c'est quoi, qu'est-ce que le citoyen doit rentrer? Vous pouvez, en fait, sur le site web, vous vérifier si plateforme est inscrite. Genre. OK. Fait que tout simplement, il va y avoir un petit encadré pour aller écrire le nom de la plateforme. Pour ta question qui était, est-ce que c'est légal une plateforme? Oui, c'est légal une plateforme, mais pas toutes les plateformes. Donc, il y a une certaine légitimité pour celles qui sont inscrites. Mais comme Marie-Lise disait tout à l'heure, des plateformes, il s'en crée à tous les jours, un peu partout. Il y en a au Québec, je ne sais même pas s'il y en a, Marie-Lise, tu es plus au courant que moi, mais il y en a partout dans le monde. Et la multitude des services ou des produits qui sont offerts, ça pullule aussi. Là. Une plateforme peut aujourd'hui créer 2-3 produits, 2-3 façons d'utiliser Là, ça devient de plus en plus incontrôlable. Il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention à ce qui nous est offert, ce qui nous est représenté. Puis, j'attirerai peut-être l'attention des gens qui nous écoutent, qui nous écouteront. Sur notre site web, on a un exemple qui est frappant, l'exemple de Stéphane qui, puis là, je vais peut-être prendre une minute pour l'expliquer, mais qui s'est intéressé aux crypto-actifs et on sait comment nos ordinateurs sont créés. Là, comme il y a eu un intérêt, il y a eu plein d'annonces qui sont arrivées sur les cryptos et tout ça, il a été intéressé par une certaine plateforme, a communiqué avec eux et c'était quelqu'un au Luxembourg qui l'a mis en confiance, très professionnel. Les fraudeurs là, sont bons. Hein, sont bons. Très professionnel, l'a mis en confiance, lui dit, si tu hésites, vas-y pour 300 $. On peut avoir 300 $ tout simplement. Et le 300 $ a fluctué positivement très, très rapidement. Donc, notre Stéphane en question, très content. Je vais mettre plus d'argent, mais toutes les statistiques reliées à son compte, c'était des fausses statistiques. Donc, c'est une plateforme, c'est une plateforme qui existait, mais qui était frauduleuse. Donc, les gens sont capables de jouer avec l'information, sont capables de venir chercher l'information, de vous mettre en confiance. Il faut vraiment être sur nos gardes là-dessus. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais c'est un marché très risqué qui, même s'il a évolué dans les dernières années, c'est encore au balbutiement, tout ça. Donc, la sécurité n'est pas à son meilleur dans toutes les situations. Il faut que les gens soient fassent très attention là, à ce qu'ils font. Excuse-moi, Marie-Lise, je t'ai interrompu là-dessus avec le... D'ailleurs, regardez, Simon, notre réalisateur, a ouvert le site de l'Autorité des marchés financiers et il y a une section ici qui... je pense qu'on peut rentrer oui.
Oui. Donc, vous pouvez... il y a beaucoup d'informations là-dessus. En cas de doute, appelez-nous, vous voyez. Liste noire, effectivement, ici, consultez la liste. Donc, c'est un petit clic en bas, puis à ce moment-là, vous voyez probablement les plateformes là, qui sont moins problématiques, disons. En fait, la liste noire, ce sont les plus problématiques. C'est ça, les Donc, plus. vous faites pas Oui, affaire avec ça. effectivement. Puis, il y a un autre endroit dans le site web où vous pouvez aller entrer le nom de n'importe quelle personne là, qui devrait être inscrite auprès de l'autorité. Et on va pouvoir vous confirmer si cette plateforme-là est inscrite auprès de l'autorité. Si vous avez de la difficulté à le trouver, vous nous appelez, puis on vous aidera à le faire. J'ai une question dans le chat ici, c'est est-ce que l'autorité exerce un contrôle sur les cryptoactifs ou je vais rajouter, moi, à ça, les plateformes? Est-ce que vous avez un moyen de contrôler un des deux ou les deux? Comme on dit, il y a des plateformes qui sont inscrites auprès de l'autorité. Celles-là, oui. C'est pour ça qu'on vous dit faites affaire avec celles qui sont encadrées. Par ailleurs, quand on parle de cryptoactifs, pour le moment, c'est plus comme une marchandise. Donc, l'autorité ne réglemente pas l'or, ne réglemente pas les biens. Donc, les cryptoactifs, dans la plupart des cas, dans plusieurs cas, ce sera considéré comme de la marchandise. Donc, on n'encadrera pas les marchandises en tant que telles. Est-ce que quelqu'un est victime d'une fraude en ce qui concerne une plateforme des cryptoactifs sur une plateforme qui n'est pas reconnue? Ça, c'est clair que l'autorité ne peut pas les aider, donc c'est au risque et péril. Mais si, oui, non. Ben, j'allais dire, dans ce cas-là, il faut aussi nous aviser. Vous êtes victime d'une fraude, avisez-nous parce que nous, on peut aller fouiller aussi puis aller voir ce qui s'est passé, puis faire en sorte que d'autres personnes ne se fassent pas avoir non plus. On va y mettre souvent des avis là, disant faites attention à telle plateforme. C'est vrai pour les plateformes, mais c'est vrai aussi pour d'autres personnes qui peuvent agir frauduleusement là, dans le marché financier. Et si la plateforme n'est pas considérée frauduleuse, donc ce n'est pas une qui est bannie sur votre site, est-ce que là, une personne qui malheureusement se fait frauder peut être indemnisée? Ce sera un recours dans les tribunaux communs. Il n'y a pas de fonds d'indemnisation lié aux plateformes. Le fonds d'indemnisation, comme on l'a regardé, on en a parlé tout à l'heure avec Alexandre, c'est vraiment pour non, c'est ça, ça ne s'applique pas là, dans ce cas-ci. Aux cryptoactifs puis à la crypto-monnaie. OK, parfait. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est encore plus risqué. On ne dit pas Fontaine, on ne boira pas de son eau éventuellement, là, peut-être, là, mais pour l'instant, c'est vraiment à risque et péril. C'est ça, il n'y a pas vraiment de protection pour les gens qui se font flouer dans ces circonstances. Parce que même si, puis là, Marie, je m'excuse, je prends un peu de ton temps, mais même si une plateforme est inscrite, si j'achète un cryptoactif qui tombe, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est un risque que j'ai pris. Ce n'est pas nécessairement que la plateforme nous a fraudé. C'est le jeton ou le cryptoactif que j'ai acheté, dans lequel j'ai investi ou j'ai pris une chance. Ça se peut qu'il fluctue à la hausse comme il fluctue à la baisse. Ce qu'on entend souvent, même j'ai 2 enfants, c'est il y en a qui a acheté pour 100 $, puis il est rendu à 150 $, mais ceux qui vont en parler sont ceux qui vont avoir réussi à faire un petit gain, mais ceux qui perdent leurs sous, souvent vont rester plus silencieux. Mais il y en a beaucoup qui perdent des sous là-dedans, ça c'est sûr. Puis je ne veux pas être trop alarmiste non plus, là, mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles le sont. L'objectif, c'est de la prudence, c'est d'informer tout simplement. Ce n'est pas parce que c'est affiché sur les réseaux sociaux et ça a l'air facile que c'est une bonne décision non plus. C'est juste ça l'objectif. Je reviens à ce que disait Marie-Lise tantôt quand on parlait de la création possible d'un cryptoactif ou d'un jeton. Si je fais affaire avec des influenceurs, puis je fais de la publicité, tout ça, je peux vraiment créer cet engouement-là ou le hype, comme disait Marie-Lise tout à l'heure, auprès de quelque chose qui, par ailleurs, qu'est-ce que ça vaut? Vous posez la question, c'est y répondre. C'est pas sécure du tout. Non, et justement, on entend souvent parler, je pense, Marie-Lise, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter? Parce que moi, ma prochaine question, c'était est-ce qu'on peut faire tout ça sous l'anonymat à l'insu des autorités fiscales? Mais avant d'embarquer dans cette question-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait qu'on connaisse? Bien, on a parlé des modes d'acquisition des cryptoactifs en commençant par peut-être le plus compliqué et en déclinant vers ce qui était plus accessible pour quelqu'un qui a
une moins vaste expérience ou qui est moins à l'aise là-dessus. On terminait avec les plateformes. Tout juste avant de répondre à la prochaine question, je tiens quand même à préciser, donner peut-être 2 autres précisions. Il y a également, on voit de plus en plus dans des endroits publics, des guichets qui nous permettent de nous procurer de la crypto-monnaie. Ces guichets-là étaient autrefois réglementés par l'Autorité des marchés financiers, mais ne le sont plus. Pour opérer ce type de guichet, il faut avoir un permis d'entreprise de services monétaires et c'est désormais sous la responsabilité de Revenu Québec. Cela dit, dans ces guichets-là, généralement, on peut, avec une carte de débit, généralement, acquérir de la crypto-monnaie. Il faut savoir qu'il y a quand même un coût, hein? On dirait que plus le moyen est accessible, plus le coût est élevé. Sans prendre position, on peut se questionner sur le côté représentatif du coût qui est affiché lorsque je me procure de la crypto-monnaie via ces moyens plus accessibles. Généralement, j'achète ma crypto-monnaie un petit peu plus cher que son prix réel, mais c'est un autre moyen de se procurer de la crypto-monnaie. Je pourrais peut-être juste terminer en disant de plus en plus, on voit une forme de convergence de convergence entre la finance plus traditionnelle et le monde des crypto-actifs. On voit aussi des produits financiers plus traditionnels comme des fonds négociés en bourse qui maintenant permettent une exposition à la crypto-monnaie sans qu'on ait à détenir la crypto-monnaie en soi. Donc, d'un point de vue financier, on se trouve à avoir un produit dont la variation ou la valeur est liée à la variation de la crypto-monnaie sans avoir le trouble de gérer la crypto-monnaie. Il faut quand même savoir que de tels produits, même s'ils sont disponibles via nos courtiers ou nos plateformes de courtage plus traditionnelles, ça exige quand même d'un investisseur une forme de réflexion. Il faut s'assurer que le produit lui convient et que le niveau de risque associé à ces produits généralement plus risqués est aligné avec ses objectifs d'investissement. Donc, il vaut mieux aller voir l'aperçu du fonds pour s'assurer que ça répond à nos besoins. Donc, si je comprends bien, Luc, si tu me permets, je suis peut-être sûre que j'ai bien compris. Oui. Donc, effectivement, je peux acheter des crypto-monnaies par des plateformes sur le web, etc. Mais aussi, je pourrais passer par mon courtier en placement puis prendre un portefeuille qui pourrait avoir dedans du pétrole, j'exagère, mais du pétrole, des mines, puis de la crypto-monnaie comme valeur dans un fonds qui passe plus par quelque chose qui est contrôlé. Est-ce que c'est bien ça? Oui, bien en fait, c'est ça. C'est un produit, c'est comme un fonds négocié en bourse. On peut avoir des fonds négociés en bourse dont le portefeuille est constitué de titres de compagnie et autres, mais il y a désormais des fonds négociés en bourse qui s'exposent à la crypto-monnaie. Donc, je ne détiens pas le crypto en soi. Puis si dans ces circonstances-là, on était fraudé, là, on pourrait faire affaire possiblement avec le fonds d'indemnisation. C'est le courtier inscrit, oui. C'est ça, OK. Fait que si la crypto-monnaie est intéressante, ben ça serait plus sécure de la tester de cette façon-là via un professionnel que de l'essayer soi-même ou même pas, parce que c'est encore trop risqué. La valeur demeure la même. Ce que Marie disait, c'est si je le fais par un fonds négocié en bourse, c'est que je m'évite la problématique de passer par une plateforme, puis de détenir ma clé privée, puis d'avoir ma clé publique, puis de gérer ça. Mais la valeur peut tomber demain matin de toute façon. Ça, je comprends pareil. Ce n'est pas gage de valeur supplémentaire. C'est peut-être un petit peu... C'est plus simple. C'est plus simple, c'est ça. Ouais. Donc, parce que là, on parlait de façon d'acquérir ou de s'exposer. Là, j'ai étiré un peu la question de s'exposer à la crypto-monnaie. Mais selon ce qu'on cherche à faire, évidemment, il y a des moyens qui vont me permettre d'accomplir cette fin-là, puis d'autres pas. Par exemple, si je veux détenir de la crypto-monnaie pour pouvoir faire des transactions en crypto-monnaie, bien évidemment, ce n'est pas par le biais de certains des produits dont on a parlé que je vais pouvoir y arriver. Effectivement, je comprends. Voilà. Donc, ta question, Sophie, c'était au niveau fiscal. Est-ce que je peux faire ça en catimini puis me
me cacher et tout ça. Je vais laisser Marie-Lise pouvoir te répondre là-dessus. Oui, bien, c'est certain que le fisc s'intéresse aux transactions de crypto-actifs et nous, ce n'est pas dans notre champ de compétences tout ce qui est déclaration fiscale. Donc, je vais en parler vraiment avec vraiment de grandes généralités, puis je vous invite vraiment à aller aux sources de l'information qui est Revenu Québec, par exemple. Par contre, à savoir si c'est vrai que la crypto-monnaie, c'est toujours complètement anonyme, puis que je peux faire ça à l'insu des autorités fiscales, ben moi, j'émettrais un très, très gros bémol. Et ce bémol-là, il est de plus en plus important parce que lorsqu'on passe par une plateforme et qu'on fait un KYC, il faut savoir que désormais, la plateforme détient de l'information sur mon niveau d'activité par rapport aux crypto-monnaies. Donc, la plateforme peut devenir… Je t'interromps ici. Un KYC, qu'est-ce que c'est ça? Quand tu parles de KYC, c'est… moi, je te comprends, là, mais si on peut reprendre où tu en étais, mais en expliquant ce que c'est. Oui, KYC, c'est Know Your Client ou Know Your Customer. Donc, c'est l'information qu'on obtient au moment de l'ouverture du compte pour finalement valider la personne qui est devant nous, à laquelle on s'apprête à rendre ou à offrir certains services. Désolée pour le raccourci, on en parle de façon si naturelle. Donc, tout simplement pour dire que la plateforme, étant donné qu'elle connaît, qu'elle est capable de relier un individu avec un niveau d'activité, bien, évidemment, ça devient plus intéressant pour les autorités fiscales d'aller chercher de l'information à ce niveau-là. Sinon, en général, on a souvent associé l'anonymat avec tout ce qui était les activités sur la blockchain. Mais quand je dis je mets un bémol, là, je pense qu'on devrait parler plutôt de pseudo-anonymat. On a désormais des outils qui nous permettent de relire le grand livre, la chaîne de blocs. Et éventuellement, on est capable de retracer l'identité ou avec suffisamment de validité, l'identité de la personne derrière un portefeuille de cryptoactifs. Donc, et chaque fois qu'il y aura une interface, c'est-à-dire qu'on utilisera de l'argent ayant cours légal, donc du dollar canadien pour l'introduire dans le monde des cryptoactifs ou au contraire, on voudra sortir des cryptoactifs vers un compte de banque ou par virement Interact, bien là, on laisse encore des traces aux deux extrémités là, de la transaction, si je peux. Il y a des obligations. Quand il y a des gains, ce qui est clair à tout le moins, quand il y a des gains qui sont faits, il y a une déclaration qui doit être faite, en effet, sur les gains. La déclaration est volontaire parce qu'il n'y a pas vraiment de feuillet fiscal qui va être reçu et envoyé. Bien, en fait, ça peut être complexe, puis je pense qu'il faut faire affaire avec un professionnel qui est en mesure et familier avec les règles qui s'appliquent d'un point de vue fiscal. Parce que grosso modo, ce qu'on dit, c'est qu'il peut y avoir des impacts fiscaux au moment d'un échange, au moment d'un don, au moment d'une conversion de cryptoactifs. Alors, ici, il n'y a rien de mieux qui remplace les conseils d'un professionnel qui s'y connaît dans le domaine. Ou tout simplement de s'adresser à Revenu Québec pour aller chercher davantage d'informations. Parce que ce qu'on voit, c'est très peu de plateformes émettent à la fin de l'année la documentation dont on a besoin finalement pour produire notre déclaration fiscale. Donc, le petit feuillet fiscal là, qui te rafraîchit la mémoire qu'il faudrait que tu le mettes dans ton rapport d'impôt. Parce que voilà. C'est souvent quand tu ne reçois pas le petit papier, ben, les gens font faire semblant que ça n'existe pas. Alors, il faut être prudent avec ça. Effectivement, vous avez une obligation de déclaration. Exact. OK. Puis, il y a beaucoup de rumeurs là, qui disaient que toute la crypto-monnaie est associée justement à des crimes organisés, tout ça. Est-ce que c'est encore vrai ou c'est moins parce qu'effectivement, ça prend un petit peu plus d'ampleur? La question, c'est est-ce que les rumeurs sont vraies? Oui, c'est ça. Oui, puis non, dans le fond, dépendant des plateformes, c'est ça la morale, la bonne réponse quasiment. Là.
Bien, c'est quelque chose qui a une valeur économique. Là, c'est un point de vue très personnel là, que je vais émettre. Là. Mais c'est comme avec le dollar. Je peux faire de très bonnes choses, mais je peux faire aussi de très mauvaises choses en ayant du dollar pour certaines transactions. Donc, est-ce que c'est lié aussi étroitement au crime organisé, au financement du terrorisme ou à des actions vraiment très négatives, là. Moi, je pense qu'il faut quand même prendre un certain recul. Il y a vraiment quand même de l'utilité quand même à la crypto-monnaie pour certains. Certains diront qu'ils ne vont pas là. Des écoles de pensée aussi qui s'affrontent à travers tout ça. Mais oui, je ne veux pas me prononcer davantage, mais je pense qu'il peut y avoir des usages On n'a pas utiles. d'information qui nous permet de confirmer ou infirmer. Bien, je comprends parce que, tu sais, je veux dire, oui, il y a un engouement, c'est quand même au balbutiement, c'est pas trop bien encadré. C'est pour ça qu'on fait ce genre de podcast-là pour évidemment dire aux gens, oui, c'est là, on ne peut pas vous empêcher de fumer, mais il faut que vous connaissiez qu'il y a des risques justement si vous fumez tout de même. Là. C'est un petit peu ça l'objectif comme tel. Puis justement, c'est quoi les risques associés là, aux cryptoactifs? Qu'est-ce qui peut arriver? Là? Il y a plusieurs risques et ils sont d'ampleur différents, évidemment. Puis certains risques vont être peut-être plus importants pour certaines personnes que d'autres. Pour garder ça relativement simple, on pourrait parler de 4 risques ce soir. Premièrement, le risque de volatilité. Ce sont des actifs dont les variations peuvent être impressionnantes. En l'espace de quelques heures, en l'espace parfois même de quelques minutes, on voit des variations en pourcentage qui peuvent peut-être rebuter certaines personnes, là, dépendamment toujours de notre tolérance au risque. C'est aussi un marché qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, on peut faire des transactions à toute heure du jour et de la nuit et là, la variation, elle se produit sur 24 heures, évidemment. Donc, il y a généralement aussi une grosse couverture. Il y a comme une communauté qui embarque dans les moments de grandes variations ou de grandes chutes. C'est là que c'est important aussi de se demander qui on est comme investisseur dans la mesure où on voit les cryptoactifs comme une source d'investissement. Parce qu'il va falloir aussi se connaître. C'est facile d'acheter quand c'est haut et que tout le monde en parle en bien et qu'il se projette dans un avenir où la valeur sera encore plus haute. Mais aux premières variations ou chutes drastiques, de se mettre à vendre parce qu'on se met à douter complètement du projet ou du bien fondé de ces actifs-là. Donc, ça, c'est vraiment un des risques importants. Ensuite, le risque de liquidité. C'est peut-être de moins en moins vrai au fur et à mesure que l'écosystème gagne en maturité, quoique il est très loin d'être mature. Mais d'échanger de la crypto-monnaie pour une monnaie ayant cours légal, ça peut poser dans certains cas certaines difficultés. Donc, garder en tête le risque de liquidité. Finalement, comme c'est des actifs qui sont reliés étroitement à la technologie, mais ça va de soi que le risque technologique ici vient prendre une proportion assez importante. Que ce soit pour nous, si je décide de conserver ma propre crypto-monnaie sur des portefeuilles, un portefeuille que je contrôle et dont j'assure la sécurité, il me revient de me prémunir contre les attaques externes, me prémunir contre mes propres manipulations qui pourraient me mettre à risque parce que je dévoilerais par mégarde mon mot de passe. Ou pire, le risque de perte physique. Parce que si je perds mon device et mes mots de passe qui me permettent d'y accéder, mais je pourrais ne pas récupérer ces transactions-là. Il y a eu une rumeur, une histoire justement, puis là,
c'est une histoire, là, où il y avait une personne qui avait beaucoup d'argent puis qui avait perdu sa clé, puis elle était décédée, puis personne ne l'avait. Puis à ce moment-là, tout l'argent était retourné à la plateforme parce qu'il ne pouvait pas transmettre la clé, puis il ne l'avait pas écrit nulle part, puis honnêtement, il était décédé. Est-ce que c'est une possibilité, ça, ou c'est juste une légende urbaine là, de ce que j'ai entendu? Bien oui, en fait, ça, c'est un des points, c'est de dire que si, mettons, on n'est plus capable ou on perd le mot de passe et tout ce qui nous permet d'accéder à notre portefeuille, il n'y a pas aucune autorité qui va pouvoir nous demander de valider notre identité ou le nom de notre chien ou l'école secondaire que j'ai fréquentée pour pouvoir me redonner un mot de passe temporaire qui me permet de rechanger. Il n'y a pas de place où c'est réinitialiser son mot de passe? Non, effectivement. Donc, ça peut poser un point de vue au niveau de la transmission en cas de décès. Par contre, est-ce que c'est retourné à la plateforme? Ça, je mettrais un petit bémol parce qu'en fait, c'est que ça reste à jamais dans cette adresse-là. Oui, c'est ça. No man's land. Là, dans le fond, là, c'est dans l'univers technologique et... Ça reste associé à ce portefeuille, puis comme la personne ne peut plus, via sa clé privée, le dépenser à nouveau, il reste là. Puis il n'y a pas personne qui peut aider, vous, l'autorité des marchés financiers, là-dessus, vous n'avez pas de contrôle ou de possibilité de récupérer ou d'aider dans ce sens-là. C'est la beauté. Le rêve était la décentralisation, alors c'est la conséquence de la décentralisation. Puis en contrepartie, ça me donne une idée, là, c'est peut-être pas aussi clair là, quand on parle des risques technologiques, mais une transaction de crypto-monnaie, c'est aussi, ça ne peut pas être renversé. Donc, si j'envoie à un mauvais portefeuille certaines sommes et que je me trompe ou que je me trompe de décimale ou quoi que ce soit, la seule façon de renverser la transaction, c'est que la personne qui le reçoive accepte bien de me retourner, de faire la transaction contraire. Donc, au niveau de la manipulation, il y a aussi certains risques là, qui sont associés aux transactions cryptoactives. Puis finalement, ben, on l'a dit, puis on ne voulait pas non plus trop baigner là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a un risque de participation à des activités criminelles, terroristes, de blanchiment d'argent, etc. Donc, c'est encore malheureusement une étiquette que l'on pose sur les cryptoactifs et qui continue de suivre. Sophie, je vois qu'il est déjà 21 heures. Oui. Peut-être si, je ne sais pas si tu avais un mot de la fin, Marie-Lise, mais ultimement, je viens de mettre dans le chat quelque chose sur notre site web où vous avez 9 conseils dans ce mois là, de prévention de la fraude. C'est 9 conseils pour éviter la fraude, principalement avec les crypto-monnaies, mais qui peuvent aussi s'appliquer avec les adaptations nécessaires à d'autres éléments au niveau financier. Donc, je ne les nommerai pas tous là, parce que vous avez déjà 21 heures, mais vous avez le lien dans le chat. Donc, effectivement, le lien va être disponible aussi sur la plateforme YouTube. Donc, Marie-Lise, tu avais un conseil à donner à la fin aux consommateurs qui n'ont entendu notre section sur la crypto-monnaie en rafale. Qu'est-ce qui seraient les conseils types que tu leur donnerais ou les grandes lignes? De se renseigner. On ne connaît pas l'avenir des cryptoactifs. Mais c'est une nouvelle tendance. C'est une tendance qui semble persister parce que là, c'est pas juste on n'a pas juste une réflexion d'une année ou deux. Là. Ça fait quand même quelques années qu'on les voit. Donc, au même titre qu'on encouragera toujours les gens à aller développer une littératie financière, j'ai le goût de leur dire que désormais, il faut développer une littératie financière et technologique. Puisque ces actifs-là sont reliés à la technologie. Puis sinon, au niveau des conseils généraux, là, au risque de me répéter, c'est sûr que c'est un univers qui reste encore très peu réglementé, mais pour lequel on semble voir poindre des initiatives de régulateurs à travers le monde. Ce n'est pas simplement chez nous, mais c'est aussi à l'échelle mondiale. Donc, c'est sûr qu'il faudra suivre là, le développement de la réglementation qui concernera les cryptoactifs. Super. Puis, si vous avez des questions, c'est clair, le site web est disponible. Sinon, vous téléphonez à l'Autorité des marchés financiers avant de vous aventurer.
Merci beaucoup, Maître Caron, d'avoir expliqué tout ça pour nous. C'est clair, c'est sûr que c'est de l'information qu'on doit bien prendre et essayer de le comprendre, mais c'est déjà un excellent début pour pouvoir savoir au moins où s'informer, parce que sinon, on ne sait pas où obtenir de l'information que je dis depuis le départ qui est crédible. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, Maître Caron. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à vous tous.